Le groupe pour Sigali Berra. Je vous entends, Monsieur le Président. Vous avez la parole. Je vous remercie de me céder la parole sur ce rapport global dédié à la stratégie de déconfinement. Je débuterai mon propos par l'école. Je crois qu'on a assisté à travers différentes voies, aussi bien dans le monde politique, l'opposition, c'est bien normal, que du côté de l'administration d'État, sur un ton d'ailleurs assez inhabituel et très politisé, à une forme d'instrumentalisation du droit à l'éducation, à la suite de la décision que notre Assemblée, que notre collectivité a prise au mois de mai, au début du mois de mai. Alors je voudrais dire quand même un mot sur ce sujet, notamment sur l'idée selon laquelle, c'est ce qu'a pu dire le préfet de Corse, la rectrice de Corse, que la collectivité de Corse, l'Assemblée de Corse, aurait agi en dehors du cadre de leurs compétences. Et c'est le message aujourd'hui porté par l'opposition sur des questions de principe, faisant fi de l'intérêt des enfants au profit d'un bras de fer recherché constamment avec l'État. Bon, écoutez, je crois que il serait inutile de revenir sur ces questions. Je crois que nous avons fait la démonstration ces dernières années, alors que d'autres ont été peu productifs sur ce sujet dans l'hémicycle. Je crois que nous avons démontré l'attachement qui était le nôtre sur les questions éducatives, par nos interventions répétées à ce sujet, par nos propositions, par nos contributions, par notre volonté à chaque débat budgétaire, de plaider pour une augmentation significative du budget en faveur de l'éducation et de la formation, parce que, bien sûr, il s'agit d'un levier d'émancipation individuelle, collectif. Il s'agit aussi d'un investissement pour l'avenir, y compris au plan économique. Cela a été démontré dans de nombreux pays. Je vous renvoie d'ailleurs sur un certain nombre de travaux publiés par l'économiste Stiglitz aux États-Unis. Donc nous n'avons rien à prouver à cet égard. Nous n'avons pas attendu la crise Covid pour savoir que le modèle français de l'éducation nationale est un puissant moteur de reproduction sociale qui creuse les inégalités. Mais je vais quand même dire deux mots à ce sujet et revenir sur le fond du problème. Oui, la collectivité de Corse a plus que son mot à dire sur cette question, et pas simplement pour des questions d'ordre politique ou parce que nous sommes les garants en tant qu'institution des intérêts matériels et moraux des Corses. Le préfet écrivait, je le disais, la collectivité a commis une erreur de droit. La rectrice écrivait quant à elle que tout dialogue devait avoir lieu dans le cadre du respect de la compétence exclusive de l'éducation nationale dans le domaine pédagogique. Je le dis, en écrivant cela, ce n'est pas la collectivité de Corse qui commet une erreur de droit. C'est Madame la rectrice, c'est le professeur Benetti qui commet une erreur de droit. Oui, la collectivité de Corse a, y compris dans le domaine pédagogique, des compétences reconnues par la loi. Certes, elle s'occupe de l'entretien des bâtiments, de l'accueil, de l'hébergement, et c'est très important. On le voit dans les temps présents. Mais le Code général des collectivités territoriales prévoit aussi de façon expresse que la collectivité arrête le schéma prévisionnel des formations, arrête la structure pédagogique générale des formations et des enseignements dans l'enseignement secondaire. Et puis, en ces périodes de confinement et de généralisation de l'enseignement à distance, la collectivité a la compétence sur les espaces numériques de travail, sur les décrocheurs, même si il est, de ce que nous en savons et des échanges que nous avons eus sur le sujet, assez difficile de notre côté d'avoir, du point de vue du rectorat, les chiffres et les informations nécessaires au déploiement de cette compétence, qui est pourtant une compétence de la collectivité depuis quelques années, le décrochage scolaire, qui, par les temps qui nous occupent, est une question centrale. Et puis la collectivité intervient aussi dans le financement d'un certain nombre d'activités pédagogiques. Ceux qui siègent dans les conseils d'administration des collèges et lycées le savent bien. Bref, et sans rentrer davantage dans le détail de ce que la loi elle-même reconnaît à la collectivité de Corse, eh bien la collectivité, notre assemblée, avait pleinement la vocation
et la légitimité pour intervenir sur cette question, singulièrement au niveau de l'enseignement secondaire. Ceci étant évacué, reste la question de fond. Nous estimons, à l'heure où nous parlons, et nous l'estimions au 11 mai, que le fait de maintenir fermé un bâtiment scolaire n'est pas une décision qui se prend de gaieté de cœur. En revanche, face à des circonstances qui sont des circonstances impérieuses, face à une crise sanitaire qui est une crise sanitaire inédite, eh bien, il était de notre devoir, en matière de précaution, de prendre cette décision. Alors, à ce jour, qu'est-ce qui a changé hier dans la déclaration du ministre de l'Éducation nationale et du Premier ministre? Finalement, rien qui puisse remettre en cause notre décision. Et au contraire, je voudrais vous dire que nous y voyons, à l'inverse, des éléments qui confortent plutôt ce que nous avons dit jusqu'à présent. D'abord, le protocole sanitaire reste le même. Et les uns et les autres, au soutien de leur position, ont convoqué tel chercheur, tel spécialiste. Nous pourrions en faire de même. Le professeur Philippe Mérieux écrivait il y a quelque temps qu'avec ce protocole sanitaire, je le cite, il n'y a plus d'école possible. Et d'ailleurs, nous avons les uns les autres pris la tâche des deux syndicats, d'un certain nombre de syndicats de l'éducation nationale depuis hier soir, qui continuent d'estimer qu'en l'état actuel de ce protocole, le gain pédagogique est nul. Il est d'autant plus nul que la semaine prochaine, nous serons déjà le 3 juin, à quelques jours des conseils de classe, avec un jour férié au milieu et avec une rotation imposée qui empêche un retour à l'école, y compris pour ceux qui le souhaiteraient. Deuxième argument, qui a été encore il y a quelques minutes évoqué par Jean-Charles Orsucci, qui n'a pas le monopole de l'attachement à l'éducation nationale et à l'éducation tout court, la question des décrocheurs et des élèves en situation de difficulté. Ce que l'on pouvait pressentir les uns et les autres, sans même être de grands spécialistes du sujet, s'est confirmé ces derniers jours et a été attesté, y compris par les gens du terrain. Les élèves qui retournent dans les écoles, je le dis malheureusement, les élèves qui retournent dans les écoles, ce ne sont pas ces décrocheurs, ce ne sont pas nécessairement ces publics les plus en difficulté. Et le ministre de l'Éducation nationale l'a reconnu expressément du même hier. Et donc, ce n'est pas à travers cette politique du chiffre et de l'affichage à grand fort de cartes, qui aujourd'hui va régler ce problème-là, qui est un problème de fond que l'on a eu l'occasion d'aborder, mais y compris dans la situation présente. Ce n'est pas une réouverture alibi et à travers cette politique du chiffre que l'on va régler ce problème. On formulera, et le rapport le fait à travers la voie de la conseillère exécutive, un certain nombre de propositions à cet égard. Enfin, et pour en terminer sur l'analyse des annonces d'hier, je vous disais qu'un certain nombre d'annonces militaient plutôt dans notre sens. Nous avons dit depuis le départ que le droit à l'éducation avait vocation à vivre et continuer à vivre, notamment par l'engagement qui est admirable des enseignants. Il doit continuer à vivre en dehors des murs des établissements scolaires. Et je crois qu'il est important aujourd'hui, et c'est d'ailleurs ce qu'a annoncé en partie le ministre de l'Éducation nationale, y compris plusieurs jours après que nous l'ayons écrit nous-mêmes, que nous devons envisager d'autres dispositifs qui permettent d'aller chercher les élèves, tous les publics, et singulièrement ceux qui sont les plus en difficulté, afin de leur proposer des éducations, des activités pédagogiques innovantes, c'est un mot qui est un peu galvaudé, mais en tout cas qui leur permettent de continuer à s'épanouir, à se sociabiliser ou à se resociabiliser, et surtout à augmenter leurs connaissances de façon différente, en ouvrant l'école sur l'extérieur. Josepha Jagometti le rappelait, la tribune signée notamment par Baracassin nous semble mériter lecture et particulièrement éclairante à ce sujet. Ouvrons-les par des partenariats sur l'éducation à l'environnement, sur la découverte de la culture, du patrimoine. Ouvrons ces élèves sur la découverte de leur territoire à travers des techniques pédagogiques
issus notamment de ce que l'on appelle l'éducation populaire. Renforçons, oui, l'accompagnement scolaire. Alors, Christelle Combet disait pourquoi l'université? Tout simplement parce que c'est l'université qui gère l'INSPE, qui est la structure qui a succédé à l'IUFM et qui forme donc au professorat, premièrement, et deuxièmement parce que j'ai l'impression qu'on oublie ici que les enseignants continuent d'enseigner, y compris en distanciel, et que les enseignants qui continuent d'enseigner en distanciel à la généralité des élèves, certains peuvent être peut-être mobilisés, ils l'ont fait durant les vacances, à travers un certain nombre de dispositifs, mais ce n'est pas nécessairement eux qui auront vocation à assumer seuls un suivi individualisé à l'ensemble de ces publics. Donc, nous estimons qu'il y a une nécessité d'avoir du renfort et que ce renfort, ce vivier, peut être issu des rangs des INSPE, les anciens donc, SPE et les anciens IUFM. Donc, pour terminer sur le sujet, nous avons beaucoup à faire, y compris en étant efficaces. Nous avons à faire en préparant, y compris via l'investissement dans nos établissements scolaires et dans nos EPLE, la rentrée de septembre. Et nous avons surtout beaucoup à faire en rendant opérationnel et par une augmentation, nous avons plaidé constamment à cet égard, par une augmentation substantielle des moyens mis en faveur de l'éducation pour lancer un plan pluriannuel d'investissement à la fois sur le volet des murs, de l'hébergement, de l'accueil, mais aussi sur l'aspect pédagogique. Donc, notre position, elle est claire, et je crois qu'elle est claire à la suite du propos qui a été celui de la conseillère exécutive. Fermeture des établissements scolaires concernant la reprise de cours. En revanche, mise en place de suivi alternatif et singulièrement pour les publics qui sont les plus en difficulté et préparation de la rentrée de septembre, comme s'y attellent d'autres pays, je pense notamment à l'Italie. Puisque j'ai déjà consacré une partie importante de mon temps de parole à l'école, je voudrais quand même vous dire 2 mots sur le reste du rapport, notamment sur l'économie. Alors, il y a un bilan des aides économiques, notamment des 2 volets du fonds d'aide aux entreprises. C'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin à la suite de l'amendement qui avait été déposé et voté par le groupe Coursigabi, Laura Maria Paul, il avait présenté à l'époque, pour les entreprises qui n'étaient pas concernées ni par le fonds de solidarité, ni par le volet collectivité. Alors, le rapport fait état d'une évolution des dispositifs et d'un élargissement du champ des entreprises concernées, évolution qui est le fait d'un décret. On n'est pas convaincu que l'ensemble des entreprises qui ont connu une baisse d'activité substantielle soient aujourd'hui toujours concernées par cette extension du dispositif. Autrement dit, on reste mobilisé fortement pour que soit créé, et d'ailleurs à la suite de l'amendement que l'on avait fait voter, qu'on avait présenté, qui avait été voté, c'est d'ailleurs ce qui a été mis en place dans d'autres territoires, dans d'autres collectivités. Nous restons fortement mobilisés pour que soit créé un fonds territorial de la collectivité de Corse, destiné, orienté vers les entreprises qui aujourd'hui restent toujours exclues de l'ensemble des dispositifs. Je n'aime pas du tout le terme, mais c'est ce que certains d'entre vous avaient appelé les trous dans la raquette. Je pense qu'on peut trouver beaucoup mieux comme expression pour désigner ces entreprises qui ne rentrent pas dans les cases de ces fonds de soutien. Mais je crois qu'il y a ici, de notre point de vue, vraiment une carence qu'il faut qu'on comble ensemble dans les prochains jours et les prochaines semaines. Ensuite, il y a un autre levier qu'on souhaiterait voir réinvestir en termes de réflexion. C'est une approche un peu différente, mais ça rejoint en partie, une fois n'est pas coutume, le propos de Marité Mariotti lors de la question orale. C'est une évidence pour tous, un levier qui est un levier puissant en matière de reprise économique, c'est celui de notre investissement et donc de la commande publique ou des subventions d'équipement. On a voté un budget à environ 300 millions d'euros d'investissement le 11 ou le 14 février, enfin bref, à peu près un mois du confinement. Il est certain que si les uns et les autres nous avions à refaire un budget aujourd'hui, il serait substantiellement différent de ce budget-là, eu égard à la crise économique qui est passée par là et qui a, y compris d'ailleurs, eu une incidence forte sur nos recettes. Pour autant, je crois
peut être nombreux à partager l'idée selon laquelle cette crise-là, même si elle va avoir des incidences financières majeures, elle ne doit pas, dans la mesure du possible, et si c'est possible de façon absolue, elle ne doit pas conduire à rogner sur les investissements de notre collectivité et donc sur les possibilités d'une accélération de la reprise économique. Nous, ce qu'on souhaiterait très rapidement, c'est qu'on puisse réfléchir ensemble à rebâtir une stratégie d'investissement dans l'idéal pluriannuel, mais déjà sur cette année, afin de fixer les priorités, puisque la crise étant passée par là, même s'il n'y aura pas 2 jours d'après digne d'un grand soir, il y aura au moins de notre point de vue la nécessité de réorienter un certain nombre de choses. Et y compris en termes d'investissement, on peut penser que la transition énergétique et écologique, la relocalisation d'une partie du tissu productif, en tout état de cause, le soutien à l'économie productive, l'aide aux secteurs qui seront les plus sinistrés selon l'état de la saison. Voilà les priorités qui doivent être réorientées eu égard à la situation. Donc nous, notre demande, c'est qu'on puisse avoir une visibilité sur le sujet en maintenant un très haut niveau d'investissement pour cette année, premièrement, et deuxièmement, qu'on réfléchisse au financement à court, moyen et long terme de ces investissements. À court terme notamment, c'est une question qu'on met dans le débat, mais qui nous semble être importante à approfondir. Vous nous aviez annoncé au moment du budget primitif qu'il y avait une estimation de 20 millions de reliquats de dotation de continuité territoriale qui devraient être réinscrits au budget supplémentaire, moyennant réévaluation. Bon. Ce reliquat, à la suite des ordonnances sur la collectivité unique, il est réaffecté. Chers collègues, là, je pense qu'il va falloir quand même s'approcher d'une conclusion. Allez, je conclue. Sinon, on va m'accuser de favoritisme, et vous savez que ça n'est pas le cas. Alors que ça n'est pas du tout votre genre. Au contraire, je vous trouve plus sévère avec votre groupe. Mais je termine. Ce reliquat peut être affecté en priorité au transport, mais aussi, c'est ce que dit l'ordonnance, à des investissements dans le cadre d'un projet économique global. Bon, on est là, je crois, dans un moment qui mérite au moins qu'on pose la question. Deuxièmement, on était intervenu au moment du DOB sur la question du statut fiscal et social. Aujourd'hui, on a une érosion de nos ressources fiscales qui font qu'on se retrouve dans une situation très difficile, d'autant que nos dépenses, et notamment les dépenses sociales, vont exploser, et on a là un combat à mener. Un dernier mot, j'en ai terminé sur les flux, et notamment les flux touristiques. Nous, il y a un point sur lequel on a une position ferme, fixe et constante. C'est l'idée selon laquelle il faut qu'il y ait un filtre et une régulation au plan sanitaire, avec un renforcement des moyens, y compris dans une logique structurelle, comme le disait François Benedek, qui a été y compris charitable à l'égard d'un certain nombre de nos collègues qui proposent dans le même temps qu'on installe des hôpitaux de campagne au cas où la situation dégénère. Je referme la parenthèse. Et nous, en revanche, évidemment, sur la question des flux, il faut qu'on ait une vision qui soit évolutive, eu égard à l'évolution de la situation, si celle-ci venait à s'améliorer de façon certaine dans les semaines qui viennent. J'en ai terminé, Président, et je vous prie de bien vouloir m'excuser d'avoir manifestement abusé quelque peu de mon temps de parole. C'est malheureusement le cas. Bon, alors donc, il y a encore 2 orateurs inscrits, M. Paul Minigogne et M. Louis Pouzediborg, où j'ai juste un petit problème technique.